Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo d'enseignement scientifique pour les premières, ce chapitre-là va traiter notamment donc du plus petit niveau d'organisation de la matière, c'est-à-dire les éléments chimiques. On va d'abord voir bien l'origine de la matière. Ensuite, on fera donc un petit topo sur les différentes abondances suivant l'échelle à laquelle on se trouve. Et on finira sur la radioactivité. Comme il a été vu au collège, en fait, la matière est constituée d'atomes, hein, ça ce sont des petites particules, ça a été vu au collège, ça a été revu en seconde, donc c'est rien de nouveau pour vous. Et des atomes, eh bien, il y en a plein, à tel point qu'on a rempli un tableau, le tableau périodique des éléments. Et en fait, ces différents éléments, ils se forment pas au hasard, en fait, ils apparaissent pas comme ça, tous d'un coup. Ils se forment tous lors de réactions dites de fusion. La fusion, le principe, c'est de prendre deux petits noyaux et de les faire fusionner pour en faire un seul plus gros noyau. Voilà. À ne pas confondre avec la fusion physique, qui est le changement d'état qui permet de passer de solide à liquide. Là, c'est un autre type de fusion. Ça s'appelle une fusion physique. Et donc du coup, une réaction de fusion, c'est une réaction qu'on appelle une réaction nucléaire. Ça veut pas dire que c'est dangereux nucléaire, ça veut juste dire qu'en fait, on est sur une réaction de nucléaire. Nucléaire, ça vient de nucléus, qui veut dire noyau. Donc c'est une réaction de noyau d'atomes. Voilà. Au cœur des étoiles, en fait, on a des réactions de fusion qui associent des petits noyaux pour en former des plus gros. On est sur une système de Lego. Mais on peut aller jusqu'au fer, et uniquement jusqu'au fer. Au-delà du fer, l'énergie apportée au cœur de l'étoile est insuffisante pour qu'on puisse aller sur des atomes plus lourds que le fer. Tous les autres atomes qu'on a, et on en a, parce qu'on en a plein sur Terre, jusqu'à l'uranium ou même le plutonium, et bien là c'est lors d'explosion d'étoiles où il y a une énergie qui est gigantesque et dégagée, et lorsque l'étoile explose, on va former d'autres noyaux au-delà du fer. En fait, une explosion d'étoiles, ça porte un nom, ça s'appelle une supernova. Voilà, ça c'est pour votre culture, et c'est vraiment joli. Voilà, je vous mets quelques images pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, les éléments chimiques, ils sont très nombreux, on l'a vu, il y en a énormément dans la classification périodique. On en dénombre un bon paquet naturellement. Naturellement, on est aux alentours de 90 éléments chimiques différents qui sont sur Terre, qu'on a pu détecter. Donc 90 différents naturels, mais bien sûr, on en a quelques-uns qu'on a réussi à créer par synthèse. Donc on peut dire qu'on monte à l'heure actuelle jusqu'à 120, 130, même si il y en a une trentaine qui sont pas du tout stables. Ces différents éléments chimiques, on n'en a pas des quantités égales pour tous, il y a différentes abondances. Alors on va regarder l'abondance des éléments chimiques à différentes échelles. Si on regarde à l'échelle de l'univers, l'univers en entier, en réalité l'univers en entier c'est de l'hydrogène et de l'hélium en grande majorité, et une infime partie concerne les autres éléments chimiques. Voilà, je vous mets les abondances au fur et à mesure. On va aller à une échelle un peu plus petite, on va pas s'arrêter au système solaire parce qu'au niveau du système solaire, on est assez proche quand même de la composition de l'univers. Donc on va aller encore plus bas, c'est-à-dire au niveau de la planète Terre, notre planète à nous. Et là, elle a une composition qui est très différente de celle de l'univers au niveau des abondances. On va avoir 4 éléments qui dominent un petit peu le game. Donc on a l'oxygène, le magnésium, le fer et le silicium. Ces 4 éléments-là sont très présents, les abondances je vous les mets. Au niveau des êtres vivants, là la composition, on retrouve une bonne proportion d'hydrogène, mais aussi du carbone, de l'oxygène et de l'azote. Voilà, ce sont les 4 éléments qui dominent, même si l'hydrogène est quand même très présent. Donc ce qu'on remarque, c'est que suivant le niveau auquel on est, en fait l'abondance des éléments n'est pas la même. Mais ce qu'on peut penser, c'est que étant donné que l'univers est composé à 90% d'hydrogène, c'est vraiment l'hydrogène qui domine, et que à terme, étant donné que la fusion de l'hydrogène donne de l'hélium qui va donner en fusion du lithium, du béridium, etc., plus notre univers sera vieux et moins on aura d'hydrogène en proportion, plus on aura d'atomes variés. Les atomes peuvent changer au cours du temps. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qu'on appelle la radioactivité. C'est un terme qui fait peur, sauf que la radioactivité, il y en a partout. Ça nous entoure et même nous sommes radioactifs. Donc n'ayez pas peur des mots, c'est important en fait. Les mots ont un sens et les mots ne sont pas dangereux. La plupart des noyaux atomiques sont stables, mais néanmoins certains ne le sont pas. Et vont avoir tendance à changer au cours de leur vie pour devenir stables. On ne change pas pour devenir instable.
donc qui changent pour devenir stables. Et c'est le cas par exemple des différents atomes qu'on a. Alors on a des atomes qui ont le même nombre de protons et pas le même nombre de neutrons, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Les isotopes instables vont se désintégrer, mais pas comme ça, ok, ils vont se désintégrer pour devenir un isotope stable ou un autre élément chimique. Ça c'est ce qu'on appelle la radioactivité, parce que quand ils se désintègrent, ils émettent quelque chose, donc ils ont une activité à distance, radioactivité. C'est quelque chose qui a été découvert par un Français, Henri Becquerel, en 1896, et ça a été aussi étudié notamment par Marie Curie, pareil, qui était contemporaine d'Henri Becquerel, Pierre Curie, et puis aussi les enfants de Marie Curie, donc Irène Joliot-Curie, et puis son mari, le mari de la fille de Marie, donc Frédéric Joliot. La radioactivité diminue petit à petit, et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la décroissance radioactive, c'est-à-dire qu'elle décroît la radioactivité. La radioactivité, typiquement, au bout d'une période qu'on appelle une demi-vie, eh bien, au bout d'une demi-vie, la moitié des noyaux radioactifs ont disparu, du moins ont été désintégrés en autre chose. Et ça, c'est la notion importante à savoir, donc c'est que la durée de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs ont été désintégrés. Du coup, si tu as suivi, au bout de 2 demi-vies, il reste la moitié de la moitié, soit un quart. Au bout de 3 demi-vies, la moitié de la moitié de la moitié, soit un huitième, et ainsi de suite. Grosso modo, on estime qu'au bout de 5 demi-vies, donc un 32e, on a un échantillon qui n'est plus radioactif. Et la demi-vie, en fait, est propre à chaque isotope radioactif. Voilà. Donc on a des isotopes radioactifs qui nous permettent de dater. C'est notamment le cas du carbone 14, vous avez peut-être entendu parler. On a aussi le krypton, l'argon, c'est comme ça. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur cette partie d'enseignement scientifique. Je vous laisse avec une citation qui va parler donc, du coup, de radioactivité. C'est de Marie Curie qui dit que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.